Comment survient un stress psychologique et comment y faire face? Qu'est-ce qu'une douleur psychosomatique et quelles sont les causes? Est-ce que nos douleurs physiques sont toutes réelles? Comment se projeter dans l'avenir avec un corps malade? Par quels moyens peut-on contrôler nos pensées pour guérir nos douleurs? Que faire quand la médecine conventionnelle manque de réponses? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but ? Montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné. Comme vous l'avez certainement remarqué, les questions introductives du début sont assez variées et ça témoigne d'un épisode haut en couleurs que j'ai imaginé comme une invitation indirecte pour vous projeter au-delà de toutes les limites que vous créez peut-être, principalement à travers vos pensées. Avant de commencer, je voulais comme d'habitude vous remercier pour votre vitalité et comme d'habitude, je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité de me contacter en DM sur Instagram si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide sur certains sujets. Place à l'histoire du jour maintenant. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de l'hospitalisation de 18 jours qui a changé ma vie. J'ai fini l'épisode avec une note positive disant que tout ce qu'a subi mon corps pendant ce séjour m'a poussé à repenser ma manière de vivre ma vie en général. C'était comme une alerte, certes brutale, pour faire table rase du passé, me libérer de toutes les chaînes qui emprisonnaient mon corps malade, lâcher prise par rapport à certaines situations qui me paraissaient insurmontables et m'ouvrir à une vie beaucoup plus légère et surtout détachée. En ce qui concerne mon retour à la maison, comme j'ai eu droit à beaucoup de moments de vide et de réflexion à l'hôpital, une fois rentrée chez moi, j'ai eu comme une envie de faire un tri intensif dans toutes les pièces de la maison. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans un premier temps, j'avais envie de me retrouver dans un cadre physique beaucoup moins encombré qu'avant. Et j'avais envie de me séparer de beaucoup d'objets que je gardais par affect depuis longtemps sans pouvoir m'en séparer. Par la suite, j'ai repensé toute mon alimentation, surtout que je sortais d'une période où je n'ai pas mangé pendant longtemps et pendant laquelle mon estomac a totalement été vidé. Au début, je n'ai mangé que des aliments bruts, des fruits et des légumes principalement, un peu de poisson et beaucoup de liquide aussi. Très vite, les fêtes de fin d'année arrivaient et je savais que ça allait être difficile pour moi. Après avoir longuement hésité, on a fini par aller fêter Noël chez mes beaux-parents. Il faut savoir que je n'ai jamais été aussi maigre que pendant cette période, ce qui a choqué tout le monde quand je suis arrivée. À l'hôpital, j'ai perdu 8 kilos d'un coup pour arriver à 46 kilos, ce qui est vraiment très très bas. Je n'avais que des regards inquiets braqués sur moi et le fait de ne pas pouvoir manger facilement était un peu ingérable. Je n'avais qu'une seule hâte, rentrer à la maison et retrouver une vie normale. Je me disais que cette période d'adaptation allait se faire facilement et que l'hospitalisation allait vite n'être qu'un mauvais souvenir aussi. Sauf qu'en début d'année, mon sommeil a vite été déréglé. Je me réveillais de plus en plus souvent en sursaut avec des bruits et des images de mon séjour à l'hôpital qui revenaient. À chaque fois, j'avais l'impression d'entendre les bips des différentes machines, le claquement des portes et j'imaginais l'infirmière venir dans ma chambre pour prendre ma tension ou changer la perfusion.
Après, j'ai revécu aussi souvent dans mon corps le moment où on me pose la sonde et je me revois vomir sur le lit sans pouvoir me contrôler. Mon imagination me jouait toutes sortes de tours, c'était vraiment angoissant. La nuit du 5 janvier 2022, j'ai une crise de douleur à l'estomac qui dure plus de 2 heures, on décide donc d'aller aux urgences. Sur place, on ne trouve rien et comme la douleur était intense, on me donne de la morphine et je dors jusqu'à 7 heures du matin, le temps que la douleur s'estompe. Ce passage aux urgences se répète 3 fois de suite à 15 jours d'intervalle. Et à chaque fois, rien n'apparaît au scanner et mon bilan sanguin est normal. Sauf que ma douleur, elle était bien réelle et bien intense. À chaque fois, je la sens au milieu de l'estomac, je suis pliée en deux tellement je souffre et aucune position ne me soulage. Des fois, elle est accompagnée d'une sorte de malaise vagal, j'ai l'impression que je vais perdre conscience et tomber par terre, avec une pression qui me monte dans la tête, des sueurs et des vomissements qui viennent d'un seul coup. Au fil des passages aux urgences, l'équipe médicale me reconnaissait, et même si on ne trouvait rien, on me préconisait tout le temps de ne jamais rester à souffrir à la maison et de continuer quand même à venir. Au mois de mars, j'étais vraiment fatiguée de ces allers-retours qui devenaient presque habituels pour mon mari et moi. On avait toujours un sac prêt pour les urgences à l'entrée où j'avais le nécessaire pour y passer la nuit. J'y allais d'ailleurs avec mon oreiller et un plaid. C'était presque devenu normal que je passe 2 à 3 nuits aux urgences par mois et j'étais à un stade où j'ai largement dépassé ma phobie des hôpitaux, du sang et du vomi. Des fois, il n'y avait pas de place et on me mettait avec ma perfusion de morphine dans le couloir. Et j'assistais au bal incessant des gens souffrants qui arrivaient et qui repartaient. Les urgences sont aussi tellement devenues habituelles que je ne disais plus à mes proches que j'y ai passé la nuit. Et des fois, je rentrais chez moi à 7 heures du matin et je ressortais 1 heure plus tard pour aller donner des cours toute la journée comme si de rien n'était. Ma vie personnelle et sociale ne ressemblait vraiment à rien. Zéro stabilité et tout était rythmé par mes crises. Mais j'avais soif de bouger, de ne pas stagner et être à la merci de mon corps, surtout quand me trouvait rien à chaque fois. Pendant un séjour au ski au mois de mars, j'ai eu une crise un soir vers 20h. J'ai attendu qu'elle passe, mais à 22h, on a dû prendre la décision d'aller aux urgences qui étaient à 45 minutes de route. Descendre la montagne enneigée en pleine nuit avec une crise de douleur à l'estomac était un vrai enfer. Je me rappelle aussi d'une autre crise au mois de mai que j'ai fait la veille d'un voyage programmé depuis très longtemps à l'île Maurice. Le voyage dont je rêvais depuis des années. J'ai dormi aux urgences jusqu'à 8h du matin et dans l'après-midi, on était à l'aéroport pour prendre l'avion. Mon mari a voulu me dissuader de partir, mais il était hors de question que je renonce à ce voyage. Je pense que jamais de ma vie, je me suis sentie aussi impuissante par rapport à ce qui m'arrivait et aussi impatiente aussi de vouloir vivre normalement car j'en avais marre de souffrir. Dans ma tête, je sentais que je vivais déjà un certain lâcher-prise et un détachement, mais mon corps, lui, ne voulait pas encore suivre. Lors des premières crises, comme j'avais l'habitude de vouloir tout documenter et comprendre, j'ai commencé par tout noter sur ce que je mangeais, le timing de la crise, l'endroit exact de la douleur, ce que je faisais avant, pendant. Je me disais qu'il y avait certainement un dénominateur commun entre toutes les crises, mais je n'ai pu trouver aucun. Le jour où j'ai eu la crise au ski, j'ai skié toute la journée sans problème. J'étais plus qu'en forme, c'était vraiment une belle journée où mon corps allait bien. Rien ne présageait une crise la nuit même. Face à ce flou médical, je me suis bien sûr tournée vers les plus grands spécialistes digestifs de Paris et parfois attendu 3 mois pour un rendez-vous. J'ai fait toutes les IRM possibles en buvant des liquides dégoûtants avec les examens et mon système digestif a été exploré dans tous les sens. On n'a rien trouvé. Et au mois de juin, une des crises a fini par une hospitalisation et j'ai revécu un de mes plus gros cauchemars sur Terre, puisqu'on m'a reposé la sonde car je refaisais un début d'occlusion intestinale. Je reste avec la sonde pendant 2 jours, ce qui dénoue l'occlusion, puis je rentre chez moi. En sortant de l'hôpital, je suis complètement abattue moralement. Je compte 10 passages aux urgences en 6 mois, je revis l'épisode de la sonde une 2e fois.
Mon quotidien ne ressemble plus à rien car je suis tout le temps en état d'alerte. Et ce qui était bizarre, c'est que 80% du temps, j'étais plus qu'en forme. Je vivais vraiment normalement. Je n'en pouvais plus de ces hauts et de ces bas, surtout que les bas étaient vraiment très douloureux. Il fallait que ça s'arrête. À la fin du mois de juin, je suis arrivée à la conclusion que j'étais à 100% responsable de ce qui m'arrivait et que j'actionnais ces crises que j'étais en train de vivre depuis mes pensées. Depuis que je suis sortie de l'hôpital en décembre, j'ai vécu avec la peur constante que le séjour se reproduise. Qu'on me repose la sonde, que je me retrouve dépossédée de mon corps, comme ça a été le cas pendant 18 jours. Et cette peur était tellement intense qu'elle me poussait inconsciemment à revivre ce que je redoutais de pire. Au début, j'essayais de m'accrocher à des raisons scientifiques pragmatiques qui expliqueraient ce que j'avais, mais jamais j'ai pu en avoir. Et plus j'avançais sur cette piste, plus je me sentais perdue et j'accentuais une sorte de stress chronique qui déséquilibrait tout, à commencer par mon sommeil. Entre janvier et juin, ma thérapie ne s'est jamais arrêtée et s'est faite en parallèle de l'investigation scientifique qui ne donnait rien. Mais quand il s'agissait de me questionner sur mes émotions, pensées, images, signaux corporels, là, je trouvais des explications et des liens qui n'étaient pas du tout le fruit du hasard. Pendant tout ce processus, j'avais peur qu'on pense que mes douleurs n'étaient pas réelles, qu'on ne me prenne pas au sérieux et qu'on pense que je les inventais. J'ai fini par prendre connaissance de l'existence des douleurs dites psychosomatiques, qui ont des origines psychologiques, donc liées au mental, et des origines émotionnelles. Elles peuvent avoir lieu dans une situation de stress chronique ou suite à une émotion forte, parfois enfouie et non exprimée. C'est le corps qui finit par l'exprimer à notre place. Je suis également tombée sur la méthode Coué, inventée au début du XXe siècle par le psychologue Émile Coué et qui s'appuie sur le principe de l'autosuggestion positive. Cette méthode nous dit qu'en entretenant quotidiennement des pensées négatives, on prépare notre inconscient à ce que celles-ci se produisent et ça finit par avoir lieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. De la même manière qu'on a le contrôle sur nos pensées négatives, on a aussi le pouvoir de renverser cette tendance en les remplaçant par des pensées positives. La première étape, c'est de commencer par le décider et on entre par la suite dans un processus de répétition pour en faire un rituel. C'est ainsi que j'ai décidé que mes crises allaient s'arrêter pour de bon, que plus jamais je ne mettrais les pieds aux urgences, que j'allais avoir une alimentation normale sans avoir d'occlusion intestinale derrière, que la peur de souffrir d'une manière intense allait disparaître. Dans ma tête, je suis passée de « je ne peux pas » à « je peux ». Et vous savez quoi? Pour la première fois, mon corps a suivi. Aujourd'hui, on est presque 2 ans plus tard et je n'ai eu aucune crise et aucun passage aux urgences depuis. En décidant ça dans ma tête, dès le premier jour, j'ai aussi défait le sac que je préparais à l'entrée de la maison et j'ai décidé que dorénavant, j'allais pouvoir me projeter dans une autre vie, un autre quotidien, celui d'une jeune femme de 35 ans, normale, avec un corps qui n'était plus malade du tout. Cet été-là, je passe 2 merveilleux mois de juillet et d'août où je fais le plein d'activités physiques et je renoue véritablement avec mon corps. C'est aussi l'été où je décide de rentrer en Tunisie et je revois ma mère et mon frère 3 ans après. Pour la première fois, je me suis aussi sentie capable de m'essayer à une activité que je voulais tester depuis longtemps sans jamais pouvoir tenir sur le long terme. Cette activité, c'est la méditation en pleine conscience. J'accroche vite et bien car elle me soutient dans ma démarche d'autosuggestion quotidienne et m'apprend toutes les clés pour me connecter au présent au lieu de revivre des épisodes traumatiques du passé et d'imaginer un futur qui n'arrivera jamais. Nous sommes maintenant en août 2022
4 ans me séparent de mon diagnostic de l'endométriose et 2 ans de celui de la polyarthrite rhumatoïde. Je suis en thérapie depuis 4 ans, j'ai subi 4 opérations chirurgicales, je suis sortie de l'obésité morbide et perdu 54 kilos, j'ai vécu 2 burn-out professionnels et je sens au fond de mon être que je suis en voie de guérison. Cependant, je vis avec une trousse de médicaments depuis 4 ans et je veux petit à petit m'en séparer. Maintenant que j'ai compris le pouvoir magique de mes pensées et entamé de gigantesques pas vers un corps et une tête plus sains, je me sens prête et capable d'actionner le reste. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Vous avez là un premier épisode qui constitue un premier pas dans l'étape de la guérison. Même si à cette époque, j'ignorais que c'était le cas. Et je n'étais pas du tout sûre que mes souffrances allaient s'estomper d'un seul coup. Cela va m'offrir la possibilité de penser à de nouvelles autres étapes que je ne pensais pas envisageables un jour. Et comme toujours, je vais garder le suspense et c'est pour la bonne cause. Attendez-vous à un prochain épisode assez spécial. Comme toujours, je compte sur vous pour noter le podcast sur Spotify, mais aussi Apple Podcasts. Et il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt!